Et on continue à parler de politique maintenant. On va évidemment revenir sur ce discours de politique générale très attendu, grand oral de Michel Barnier. Alors 1h30, un cap, des ambitions, faire beaucoup avec peu et en partant de rien. Et il y a le fond et la forme. Et écoutez sa réponse justement au président de groupe. Il a remis l'église au milieu du village, notamment face à Gabriel Attal. Je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Non, c'est pas la peine de... il faut que vous vous habituiez les uns les autres à ce que je dise, ce que je pense. Et je vous le dirai aussi à vous. Oui, à la fin, donc on comprend qu'il s'adresse à la France insoumise. Mathilde Panot aussi en a pris pour son grade. Nathan Dever, le fond et la forme. La rupture en douceur, le tacle appuyé dans une chaussette de velours. D'abord, c'était, je pense, un exercice extrêmement difficile pour lui. Parce qu'il arrive d'abord dans une situation où son gouvernement est extrêmement fragile, mais surtout dans une assemblée qui est bordélisée. Bordélisée, c'est une méthode quasiment... C'était Rungis hier quand même. Théorisée comme telle, exactement. Et nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on est habitués, nous, Français, à voir ce spectacle-là d'extrême violence, de gens qui ne se respectent pas, etc. Et lui, il a substitué à la punchline, qui est devenue aujourd'hui la méthode des députés, balancer 2-3 punchlines et en faire ensuite une petite vidéo sur les réseaux sociaux. Il a substitué à la punchline le mot d'esprit, le trait d'esprit, cette tradition extrêmement évidemment française, liée à l'histoire du parlementarisme. Et alors on est peut-être les juniors, mais on apprécie peut-être aussi, même quand on est junior, ce retour d'une forme d'ancien monde, d'un monde d'avant les réseaux sociaux, d'un monde d'avant l'outrance, d'un monde d'avant la vulgarité, l'étalage de vulgarité au Parlement. Je parle de la méthode, je parle pas tellement même du contenu, mais où vous pouvez dire les choses très fermement. Vous pouvez avec lancer un ton des très attaques. posé aussi, ça change tellement. Souvenez-vous Gabriel Attal qui parlait très fort. C'est pas une bulle de on avait nerfs. l'impression. C'est pas une boule de nerfs, Michel Barnier. Elisabeth Borne aussi, c'était toujours très fort le ton, l'intensité. Là, on est sur un ton très posé. Il a une sorte d'autorité naturelle, bizarrement, que moi je ne lui, je n'aurais pas pensé. Mais en effet, je suis plutôt d'accord avec Nathan. On est peut-être des jeunes vieux, mais en tout cas, moi j'ai plutôt apprécié ce discours. En tout cas, la deuxième partie, parce que honnêtement, le discours de politique générale était un petit peu soporifique, mais j'ai aussi envie de dire, qui a déjà vu un discours de politique générale qui n'est pas soporifique? Gabriel Attal, on se souvient, il nous avait fait une avalanche de mesures, il y avait 17 priorités, au moins Michel Barnier, il s'est cantonné à 5, donc il pouvait pas faire plus court. Le problème, c'est qu'il avait promis plus court, autour d'une heure. Donc voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quand il répond dans l'Assemblée. Et là, c'est vrai qu'on découvre un personnage. On découvre qu'au-delà de la Michel Barnier, qui est en gros, on discute autour d'une table. On se rassemble, on est posé. On a des beaux mots, on est à l'heure, on n'a pas de mots au-dessus de l'autre. Eh bien, on voit que il fixe non seulement déjà ses priorités, et il montre du doigt y compris ses alliés. C'est-à-dire que quand il dit à Gabriel Attal, j'attends vos propositions parce que quand je suis arrivé, moi j'ai découvert une dette quasiment abyssale, c'est quand même le plus gros contingent de sa majorité à Michel Barnier. Ouais. Donc il a pas sa langue dans sa poche. Évidemment, Gabriel Attal ne censurera jamais avec ses députés Michel Barnier, donc il peut se permettre ça. Il peut aussi recadrer, que ce soit Éric Ciotti à droite ou Mathilde Panot, quand il lui dit plus vous serez agressif, plus je serai respectueux. Moi je trouve que la formule est parfaite. Donc voilà, c'est en effet la nouvelle méthode de Michel Barnier qu'on n'attendait pas et qui donne un peu de fraîcheur. Alors après, il y a le fond. Oui. On en parlera dans quelques instants, mais sur la forme, encore quelques instants, Nathan Dever, parce que... Sans lancer une Barnier mania, on pourrait dire que sur le plan de la méthode, Michel Barnier, c'est le contraire d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui dit à ses interlocuteurs ce qu'ils ont envie d'entendre. Il parle à un socialiste, il dit oui, ce que vous dites est extrêmement intéressant. Il parle à quelqu'un comme Philippe de Villiers en 2017, il lui dit oui, je me reconnais dans votre vision de la France. Il dit la même chose à Robert Hue, etc., etc. Il a fait toute sa carrière politique et tout son destin politique sur cette méthode. Et Michel Barnier, on a en effet l'impression que c'est un petit peu l'inverse. Il peut parler à des gens qui sont extrêmement proches, il dit globalement la même chose selon qu'il parle à quelqu'un... il dit Éric Ciotti, je vous connais bien, on se connaît bien, mais voilà. Mais par contre, il fait pas des fausses concessions sur la forme. Alors peut-être que d'ailleurs, ça va pas lui réussir. Parce que peut-être qu'en politique, il vaut mieux faire du Emmanuel Macron. Je suis pas du tout d'accord avec Nathan, parce qu'il a été macroniste pendant le discours de politique générale, et barniériste pendant les questions-réponses ensuite, parce que il a donné des gages à tout le monde dans son discours de politique générale. Quand il parle il fait du progressisme social. Est-ce qu'il peut faire autrement ? Est-ce qu'il n'est pas obligé de composer ?
Mais bon, c'était pour donner un petit bémol à Nathan Dever. Non, mais voilà, là, il répondait en fait aux questions qui avaient été posées par son opposition. Et c'est vrai que Gabriel Attal, dans son discours de politique générale il y a maintenant 8 mois, il y avait quand même des tacles, il y avait des critiques dans son discours de politique générale. Là, c'est vrai qu'il n'y en avait pas, et il a gardé ça après, sans doute aussi pour la séquence. Et il y a eu l'effet de surprise, parce que pour le coup, il a désarçonné Mathilde Panot, qui souriait, qui était, comme le disait Pascal ce matin, presque sympa, parce qu'elle prenait avec humour cette petite pique à laquelle elle ne s'attendait pas. Mais bien sûr, c'est là que les Insoumis, leur méthode à l'Assemblée nationale, elle est vraiment théorisée. C'est pas seulement semer le chaos pour semer le chaos. Geoffroy de Laganerie, le sociologue, a écrit un texte très intéressant sur la méthode des Insoumis où il dit que c'est une stratégie de rupture visant à montrer à la bonne bourgeoisie anti-insoumise, à lui faire tomber le masque pour qu'elle se mette à s'énerver et à être aussi vulgaire que les insoumis. Et finalement, peut-être que la seule manière d'échapper à cette stratégie, c'est de faire ce qu'a fait Michel Barnier en lui disant mon respect sera proportionnel à votre agressivité et je refuse de rentrer dans cette logique. Mais ils réussissent très bien. Hein, il désarçonne finalement, il désamorce, il dégoupille quoi. Oui, et chaque fois qu'ils lancent comme ça une sorte de polémique avec des outrances, ils poussent leurs adversaires à aller sur leur terrain et évidemment qui est un terrain qui n'est pas tout à fait compatible avec la bourgeoisie de la démocratie représentative. C'est très intelligent leur stratégie. On va écouter, François Hollande, justement, qui a écouté ce discours de politique générale de Michel Barnier. Il l'a trouvé long et sans doute pas assez précis. On a un Premier ministre qui est traversé par toutes les contradictions d'une majorité d'ailleurs extrêmement réduite, et on a bien vu qu'il ne pouvait pas aller très loin dans les annonces tant il était contraint. En fait, il a pris beaucoup de temps pour en dire peu, et peut-être pour faire presque rien. Parce que sa majorité est tellement divisée, contradictoire, et que le Rassemblement national lui a fixé ses lignes rouges. Voilà, François Hollande sur le discours, Jules Torres. Non, mais c'est pas faux ce que dit François Hollande, mais c'est normal, c'est un discours de politique générale. On n'est pas là pour avoir une avalanche de mesures, on n'est pas là pour rentrer dans un débat très précis. Michel Barnier, il a effleuré tous les sujets et toutes ses priorités. Donner une vision, un cap. Donc voilà, que François Hollande, François Hollande ne découvre pas le discours. Il a raison, mais il découvre pas le discours de politique générale. C'est là où je m'écarte un petit peu de sa position. Mais en effet, Michel Barnier a parlé de progressisme social que ce soit sur la question de la fin de vie. Il a redit qu'il ne retoucherait pas à la loi Veil, au mariage pour tous, à la PMA. Il est allé sur les sujets migratoires et sécuritaires. Et à mon avis, là, c'est ce que le dit le Rassemblement national, c'est qu'ils attendent des vraies mesures parce que finalement, il a un petit peu brossé le sujet, mais il n'a rien dit de très précis. Il a évidemment parlé de l'octroi des laissez-passer consulaires, du durcissement de certaines conditions d'octroi. Donc, pour l'instant, ça reste un petit peu superficiel. Sur l'économie, heureusement que son ministre aujourd'hui fait le service après-vente parce que hier, on n'a pas eu non plus toutes les coupes dans les dépenses publiques sur les 40 milliards. Il ne nous les a pas définies. Il n'a pas défini non plus les 20 milliards de hausse d'impôts. Il a dit que ça se situerait a priori plutôt sur les personnes les plus fortunées et les entreprises très profitables. Mais c'était rien de précis. Et attention, parce que quand on est trop prudent, on peut être ambigu. Et c'est là où, à mon avis, se situe la ligne de crête du discours de Michel Barnier hier. Est-ce qu'il vous a convaincu sur le fond, Nathan Dever, hier, Michel Barnier ? Sur le fond, je suis assez d'accord avec Jules Torres sur un point, c'est qu'il me semble qu'il est dans une situation impossible et qu'il est obligé d'être ambigu. Et que fondamentalement, on a assisté à un discours qui était extrêmement ambigu. Pourquoi ? Parce que son gouvernement dépend d'une seule épée de Damoclès, qui est le Rassemblement national. Le jour où Marine Le Pen décidera de faire tomber ce gouvernement, il tombera dans la minute. Or, à partir de là, Michel Barnier, il est dans un dilemme. Parce que si, évidemment, il s'éloigne trop du Rassemblement national, si il laisse dire ce que son ministre de l'économie avait dit, je pense à juste titre, parce que ça correspondait au résultat des élections, à savoir qu'il y avait eu un front républicain et que donc il devait respecter cette logique, eh bien, évidemment, il risque de faire tomber son gouvernement. Mais d'autre part, s'il rentre davantage dans la logique, dans la vision de Bruno Retailleau, dans une vision qui finalement est très proche du Rassemblement national. Vous avez vu, j'ai trouvé ça très intéressant, Laure Lavalette, députée RN, qui a dit « Bruno Retailleau parle comme un porte-parole de notre parti ». Il a dit ça hier, effectivement. Eh bien, mettons-nous une seule seconde dans la tête de Marine Le Pen. Quel intérêt aurait-elle à faire renaître les Républicains, qui est un parti qui jusqu'alors était
sinon moribond, du moins extrêmement faible, état de mort cérébrale. et à lui faire un tel cadeau politique. Donc j'imagine qu'il y aura aussi un côté de baiser de la mort, que plus il s'éloignera du Rassemblement national et plus il se rapprochera de la chute de son gouvernement, mais plus il se rapprochera du Rassemblement national, plus il s'éloignera également de Matignon. On va en parler dans quelques instants, Jules Torres, Nathan Dever, de la stratégie du Rassemblement national et de celle des Républicains dans quelques instants. Ne bougez pas, à tout de suite. Et vous pouvez aussi réagir avec Céline Géraud 01 80 20 39 21. Repas, il est 13h44. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, dernière partie à 13h48 sur Europe 1 avec vous, Céline Géraud. Et aujourd'hui, l'écrivain et philosophe Nathan Dever et le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Torres. Et jusqu'à 14h, on revient sur le discours de politique générale de Michel Barnier, qui a donc proposé un cap, quelques mesures. Et vous êtes très nombreux à réagir. Il y a Émilie qui nous appelle, qui nous écoute à Paris. Bonjour Émilie. Bonjour, merci déjà à votre équipe. Merci à vous. Alors, moi, j'ai suivi ça de près parce que moi-même, je me suis engagée dans les campagnes électorales et tout ça. Alors, concernant le discours, oui, c'est un discours d'homme d'État, c'est bien formaté. Mais cette dette, elle ne remonte pas à 5 ans, 10 ans. Elle remonte à loin. Alors, qu'ont fait nos dirigeants ? On sait qu'il y a 160 milliards de fraude, sans parler, mis à part la fraude sociale. Oui. Et puis, je trouve que c'est contre-productif. On nous parle économie, réduction, faut trouver des milliards. Ce n'est pas bon pour le moral des Français. Et alors, là, la hausse du gaz et de l'électricité, c'est contre-productif. Ça fera moins rentrer d'argent et ça va toucher les TPE, les commerçants, les artisans qui se font de moins en moins de marge quand on parle avec eux, qui font des emplois non délocalisables. Voilà, je suis pourtant de droite, mais droite sociale dans le bon sens du terme. Mais là, et puis... Vous avez la sensation qu'on vous fait porter le chapeau, que vous êtes responsable de ce déficit ? Exactement, moi je fais partie de la petite classe moyenne qui a payé toujours qui perd des impôts, même en ayant moins de revenus. On se dit, mais... et puis, bon, même l'année dernière, ça a été très maladroit. Députés et sénateurs se sont augmentés, je ne pense pas qu'ils soient en souci. Tout ça a rajouté, même des gens qui, de bons milieux, comme on dit, qui ont des revenus, en ont assez. Et Émilie, que ça va justement, faire partir ? Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de hausse d'impôts ? Est-ce que c'est pas de la part d'un Premier ministre LR ? Est-ce que selon vous, il n'y a pas une erreur dans le logiciel ? Un petit peu, parce que de toute façon, ceux qui ont les moyens, ils ont des avocats fiscalistes, donc ils vont s'arranger ou ils vont partir. Alors, c'est à double tranchant. Et en même temps, c'est vrai que c'est un peu toujours les mêmes qui sont quand même taxés, voilà, et qui paient des impôts. Et on ne consomme pas. Ils n'ont toujours pas compris. Et pourtant, moi, je trouve qu'il faudrait surtout faire un grand New Deal. Mais ils n'ont toujours pas compris que plus on se restreint. Moi, vous voyez, je dois faire le choix. Ou payer ma part d'impôt mensuelle, ou me chauffer correctement. Il y a un moment, trop c'est trop. Et la classe moyenne, petit à petit, se sent touchée. Voilà. Eh bien, merci Émilie pour ce témoignage. Voilà, c'est du concret, c'est du retour terrain, comme on dit. Et on parle beaucoup du budget, il est au cœur du réacteur. Eh bien, la droite républicaine présentait ce matin son plan d'économie de 50 milliards d'euros. Et Alexandre Chauveau, dans la lignée de son pacte législatif, eh bien, le groupe de Laurent Wauquiez veut se montrer force de proposition. Oui, c'est un moyen de forcer les autres formations politiques à se positionner au moment où tous les groupes du bloc central appellent à faire des économies sans forcément entrer dans le détail. Alors la droite vise 3 axes pour baisser les dépenses. La suradministration avec la suppression souhaitée d'un tiers des organismes, autorités et autres agences de l'État. La droite chiffre l'économie à 12 milliards d'euros. Deuxième axe, des coupes dans les dépenses sociales. Laurent Wauquiez, président du groupe LR à l'Assemblée. Le Conseil d'État a analysé en 2021 30 aides différentes soumises à des conditions de ressources, qui représente 120 milliards d'euros par an. L'objectif est de créer une seule aide, plafonnée à 70% du SMIC et permettant de garantir que, quelle que soit la situation, quand on reprend un travail, on gagne plus que quand on rentre chez soi, que quand on reste chez soi. La droite veut enfin économiser les coûts liés à l'immigration et réduire le montant de l'aide publique au développement. Tout cela combiné à un gel de l'augmentation des crédits de chaque ministère, ce qu'on appelle une année blanche, excepté les crédits dédiés à la police, la gendarmerie, la justice et la défense. Voilà pour les pistes d'économie de la droite qui juge la situation budgétaire catastrophique. Rien ne justifiait d'avoir une telle irresponsabilité au cours des 3 dernières années, a taclé Laurent Wauquiez tout à l'heure.
Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des contradictions, Jules Torres, entre le côté un peu empêché de Michel Barnier, c'est-à-dire un décalage entre son ancrage à droite et ses contraintes budgétaires? Non, mais bien sûr que si. Ce qu'on disait, c'est que finalement, Michel Barnier, il a prononcé le discours pour ne pas être censuré. Et c'est intéressant, mais votre auditrice qui se disait plutôt d'une droite sociale, finalement, c'est un petit peu ce que Michel Barnier fait. C'est-à-dire que on a une droite sociale qui ne s'en prend ni aux classes moyennes, ni aux Français qui travaillent et qui sont, enfin, les classes populaires, on parle de ça. Et en revanche, c'est plus de redistribution pour les personnes fortunées, les entreprises qui sont très profitables. Ça, aujourd'hui, dans le pays, je pense que 75% des Français sont favorables à cette ligne-là. Donc, je veux bien qu'il y en ait qui n'entendent pas cette ligne. En effet, Michel Barnier, pendant la primaire des Républicains en 2021, proposait complètement l'inverse. Il ne proposait pas du tout ça, mais on a changé, la donne a changé, la donne politique a changé. Aujourd'hui, il est à la tête d'une majorité qui n'est pas des Républicains. Il a au Parlement un Rassemblement national qui a un droit quasi de vie ou de mort sur son gouvernement et qui n'acceptera pas notamment une augmentation des impôts pour les classes moyennes. Et il y a aussi, il faut en parler, on n'en parle vraiment pas assez, je trouve, mais il y a aussi le Nouveau Front Populaire. C'est le Nouveau Front Populaire qui représente le plus gros contingent en termes de groupe à l'Assemblée nationale. Et donc, évidemment, on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. On parle sans cesse du respect des électeurs. Il faut aussi respecter les électeurs du Nouveau Front Populaire. Et Michel Barnier, il peut pas faire comme si il n'y avait pas de députés insoumis et socialistes au Parlement. Nathan Devers. Oui, bien sûr. Votre auditrice, Émilie, a dit une phrase qui était intéressante et je pense qu'il correspond à ce que vivent énormément de Français dans les classes moyennes, même les classes moyennes supérieures, c'est qu'il y a une charge d'imposition qui est énorme sur les gens qui travaillent. Et que cette charge d'imposition, paradoxalement, elle ne se retrouve pas dans un service public de qualité. Pierre Moscovici a dit il y a quelques semaines des mots très forts. Il a dit qu'en France, le consentement à l'impôt était fragile. Dire ça quand on est Pierre Moscovici, c'est l'un des plus bas d'Europe. C'est quasiment dire qu'on est dans une situation qui pourrait virer à la pré-révolution. Parce que quand on regarde l'histoire de France, c'est le moment où le consentement à l'impôt est fragile. C'est des moments très, très, très sensibles. Et en effet, dans ce contexte, réfléchir sur le fait qu'il y a peut-être d'autres sources de revenus que le travail qui sont moins imposées. C'est une perspective qui me semble pas inintéressante. Lors des élections de 2017, c'était un des grands points communs d'Emmanuel Macron et de François Fillon dans leur programme, que Emmanuel Macron a appliqué juste après son élection, qui était, vous savez, la loi pour la PFU, pour faire un impôt, enfin un taux unique pour les revenus liés aux dividendes à 30%. Et ça, par exemple, c'est vrai que c'est intéressant de voir que quand on parle des riches ou de taxer les riches, est-ce qu'on parle de quelqu'un qui gagne énormément d'argent par son travail ou est-ce qu'on parle de quelqu'un qui gagne énormément d'argent par le capitalisme et par les investissements? C'est pas la même chose. Et en effet, on devrait distinguer quand on parle d'effort national dans un moment où la dette a augmenté considérablement. Et nul doute que ce discours de politique générale sera décrypté aussi chez Cyril Hanouna cet après-midi, 16h-18h. À n'en pas douter, avec vous, auditeurs d'Europe 1, toujours plus nombreux à nous appeler. Et ce soir à 19h avec Pierre de Villeneuve et toute son équipe. Merci à tous. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup Nathan et Jules. Merci. C'était Céline Giraud que vous retrouvez donc demain de 13h à 14h sur Europe 1 et chaque jour à 8h-20 dans Europe 1 matin. Ne manquez pas l'édito international de Vincent Hervouette, l'actualité en dehors de nos frontières, la géopolitique mondiale et les dynamiques complexes des relations internationales. Vincent Hervouette vous offre une analyse approfondie des événements qui façonnent notre monde. L'édito international, c'est chaque matin sur Europe 1 et en replay dès maintenant sur europe1.fr et l'application Europe 1. Restez bien avec nous, la suite c'est avec Christophe Ondelat. À tout de suite.